Bonsoir Manon Beaujean et Franck Sylvain. Vous faites partie donc de la maison Akatombo. J'ai beaucoup de mal à chaque fois à le dire, alors quand je le dis bien, je le précise. Euh, Tout le monde d'ailleurs se rit de moi par rapport à cette prononciation. Petit aparté. Merci d'être là déjà. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue dans cette rencontre. On va peut-être commencer, Franck, par présenter la maison, qui est plutôt jeune, qui a à peu près 2 ans. Euh, Quel lien déjà avez-vous avec l'Asie et plus particulièrement avec le Japon? Et pourquoi Oh, avoir... Allez-y, oh, allez-y, pardon. oui, ça fait 30 ans que je vais au Japon, en fait, hein. Je suis peut-être d'une génération un peu passée, mais je viens de ces gens qui aimaient beaucoup les arts martiaux. Et en fait, je suis allé au Japon il y a une trentaine d'années parce que j'avais une recommandation pour un dojo, un endroit d'entraînement de sabre qui dépendait, dont le professeur, en fait, avait été l'entraîneur de l'empereur précédent. Et ça m'avait été donné, cette introduction, par mon professeur de sabre en France. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains au milieu de mon travail pour aller au Japon. Et en fait, à l'époque, je parlais un petit peu anglais et je m'étais dit, bon, je vais me débrouiller avec l'anglais au Japon. Donc, j'ai été envoyé par la maison dans laquelle je travaillais au Japon. Et quand je suis arrivé dans le bureau le premier jour, les gens m'ont dit « Good morning ». Et en fait, c'était le seul mot d'anglais qu'ils connaissaient. Et donc, après, il a fallu que j'apprenne le japonais. Et ça a été une longue histoire. Donc, nous avons vécu, Dominique, dont je vous parlerai tout à l'heure, et moi-même au Japon pendant 3 ans. Et après, encore une fois, 10 ans. Au total, j'ai passé 15 ans au Japon et j'y vais jusqu'avant le Covid. J'y allais 5 à 6 fois par an, c'est-à-dire à peu près plus de la moitié de mon temps à Tokyo. Alors, la maison d'édition, en fait, est au carrefour de deux choses. Elle est au carrefour du Japon et de mon intérêt pour le Japon et elle est au carrefour de mon intérêt pour le livre parce que je suis aussi depuis longtemps avant tout un lecteur. Je suis un lecteur compulsif, donc j'ai énormément de livres et j'ai lu beaucoup. Et en fait, le désir d'aller au Japon, c'était d'un côté les arts martiaux, c'était aussi les écrivains que l'on avait à l'époque, Abe Kobo ou Kawabata ou Mishima. Et donc, je suis arrivé avec le désir de lire les livres japonais. Et c'est un process qui a duré longtemps. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait au-delà de la littérature pure qui était traduite par les universitaires en France, il y avait toute une littérature populaire qui était les livres que lisaient vraiment les Japonais. C'est-à-dire quand vous achetez une PlayStation, les gens qui fabriquent une PlayStation ou qui créent une PlayStation ou les gens qui fabriquent les Nintendo, que lisent-ils? Bien, ils lisent une littérature pour tout le monde au Japon, et cette littérature pour tout le monde au Japon n'existait pas vraiment ou existait très peu en France. Et ce qu'on a voulu après 30 ans de familiarité avec le Japon, c'est apporter ces livres, apporter cette littérature, je dirais, des Japonais ordinaires aux lecteurs français. Donc, il y a un souci d'apporter une littérature de tous les jours, une littérature japonaise de tous les jours qui ne soit pas universitaire aux lecteurs français. C'était, je crois, le backbone de notre maison d'édition. Alors, l'autre chose, c'est que, bon, comme vous le savez sûrement, la directrice éditoriale, qui est aussi la femme que j'ai épousée, est écrivaine. Euh, Elle s'appelle Dominique Sylvain, elle a publié 16 ou 17 romans policiers en France chez Viviane Ami. Et quelque part, bon, non seulement ça a amélioré ma familiarité avec le livre, avec la fabrication des livres, avec la maison d'édition. J'ai rencontré Viviane Ami plusieurs fois et je crois que vous avez vu Frédéric Martin il n'y a pas très longtemps, que j'ai rencontré également en lui demandant comment est-ce qu'on fait une maison d'édition et il m'avait répondu très gentiment. Et Dominique joue aussi un rôle en termes de mise en français des textes au sein de la maison d'édition. Voilà. Donc justement, par rapport à cela, Franck, vous êtes trois dans l'équipe, si Ouais. j'ai bien compris. Comment vous partagez-vous, entre guillemets, les tâches? J'ai vu notamment que tous les deux, avec Dominique, vous étiez également traducteurs, totalement, quasiment Ouais. de tous les livres que vous avez édités. Alors, pas de tous. Bon, le japonais est une langue très particulière. Le Japon et le japonais, c'est probablement ce qu'il y a de plus loin en termes de langage des langues européennes. Et en fait, la structure de la phrase, les mots n'ont absolument rien à voir.
avec le français. La seconde difficulté, c'est que beaucoup des objets japonais n'ont pas d'équivalent en français. Un kimono, ça n'existe pas en France, et les parties du kimono n'existent pas non plus. Et donc, en fait, le travail de traduction pour les langues de ce type, comme le japonais, voire pour un certain degré comme le chinois, ce travail de traduction est en fait essentiellement un travail en 2 étapes. Il y a une première étape qui est une étape de prendre le texte japonais d'origine et d'en faire quelque chose de compréhensible en français. Et il y a une deuxième étape qui est de prendre ce texte français et d'en faire quelque chose d'agréable à lire pour le lecteur. Et donc, en fait, ce partage, lorsque Dominique et moi-même traduisons, moi, je m'occupe de prendre le texte japonais et d'en faire un texte français. Je ne suis pas littéraire de formation, je suis mathématicien de formation. Et donc, mon français littéraire est assez faible. Donc, je passe le bébé à Dominique, qui, elle, est une professionnelle de l'écriture et qui sort un texte qui est facile à lire pour le lecteur français. Et Manon, elle fait tout. À part la traduction, elle s'occupe de tout. Elle est en relation avec tout le monde. Elle s'occupe des réseaux sociaux et c'est un rouage extraordinairement important de notre maison à aujourd'hui. Voilà. Manon, tu veux intervenir? Oui, non, après tout a été dit. C'est vrai que Dominique et Franck s'occupent beaucoup de la partie texte, du coup, soit la traduction, soit de la reprise du texte déjà traduit pour en faire quelque chose de littéralement correct. Et ensuite, ils me donnent le bébé et moi, je m'occupe de plus ce qui est partie mise en page, relecture avec eux pour être sûr que le texte est bien propre. Et ensuite, c'est vrai que, bon, après, il y a toujours de toute façon une réunion, il y a toujours la discussion tous les jours où on s'appelle pour voir où est-ce qu'on en est. On est très en contact, donc ça, c'est chouette. C'est vraiment un travail d'équipe quand même. Et voilà, on fait la mise en page, la relecture, la relation libraire, blogueur, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est très polyvalent, ce qui est génial dans ce qu'on fait, je trouve. Donc voilà, c'est… Donc, chaque texte est lu et étudié 3 fois intégralement. Oui, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, si on prend une traduction faite par quelqu'un comme moi, par exemple, pour un écrivain professionnel, il reste à peu près 1 mois et demi de travail à temps plein sur cette première version. Et moi, une version, quand je travaille à temps plein sur une traduction, une version du japonais vers le français me demande à peu près 3 mois, entre 2 et 3 mois, suivant les difficultés du texte. Ce qui n'est pas si long que ça par rapport aux autres traducteurs qu'on a reçus, par exemple. On est sur des délais plutôt courts, donc ça veut dire que votre connaissance linguistique du japonais est quand même très élevée. Non, je crois que ça vient du fait que l'on sépare la tâche en deux, en fait, et donc je n'utilise que la partie de mon cerveau pour mettre dans un français acceptable. Et donc, je n'ai pas à mobiliser la partie de mon cerveau qui ferait un joli français. Ça, je laisse ça à Dominique, à une écrivaine professionnelle et une autrice professionnelle. Et donc, finalement, quelque part, on est probablement plus efficace de cette façon-là. Si vous prenez quelqu'un comme un traducteur littéraire très célèbre du japonais en France, Dominique Palmé, qui traduit Mishima chez Gallimard, elle va faire 5 ou 6 versions du texte français, qui là, effectivement, c'est un processus qui prend énormément de temps. Mais dans la littérature que nous faisons, nous, qui est une littérature populaire, en fait, la compréhension et la fluidité du texte sont centraux. Et c'est là que le travail d'écriture est important. Béa? Bonsoir Manon, bonsoir Franck. Bonsoir. Je voulais poser une question aussi sur la traduction, parce que du coup, je suis très surprise de ce que vous dites. Ça me fait penser, nous avions rencontré les éditions Matin Calme il y a quelques mois maintenant. Oui. Ils expliquaient qu'ils travaillaient avec 2 traducteurs, en fait, un d'abord coréen et ensuite un français. Et je voulais savoir, parce qu'en regardant rapidement votre catalogue, je voyais que parfois vous n'étiez pas juste donc vous et votre femme, mais également une autre personne à consonance japonaise. Et je voulais savoir sur ces livres-là, comment est-ce que vous aviez travaillé? C'est la même chose. La personne japonaise ou néo-japonaise va faire une version en français, je dirais de base.
Et à ce moment-là, on va la reprendre à deux. Dans le cas où c'est une personne tierce qui traduit, on va la reprendre à deux. C'est-à-dire que moi, je vais regarder le texte japonais avec cette version de base en français pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de déperdition majeure ni de contresens profond. Et encore une fois, après, Dominique va faire la version finale et littéraire. D'accord. Et du coup, vous, comme visiblement, vous avez passé des années entières au Japon, enfin, même si c'est morcelé, comment est-ce que, enfin, Anthony, je suis désolée, peut-être que je vais poser la question à ta place, mais comment est-ce que vous repérez les textes? Vous les lisez directement, du coup, en japonais ou vous lisez des versions anglaises ou Oui, comment non, vous travaillez? je lis le japonais et comme je passais avant le Covid la moitié de mon temps à Tokyo, en fait, je fais tout le travail de scoutisme, tout le travail de recherche de livres, je le fais personnellement, sachant que non seulement je passe beaucoup de temps dans les librairies à Tokyo, mais j'ai aussi comment dire, j'ai aussi des collections très, très longues de magazines japonais, l'équivalent du magazine Lire ou de ce qui était les nouvelles littéraires auparavant. J'ai 20 ou 30 années complètes de certains magazines. J'ai plusieurs années complètes des magazines qui sont consacrés à la science-fiction, qui sont consacrés aux romans policiers. Et j'ai probablement, là je suis en train de, j'ai une boutique pas très loin d'où je vous fais cette interview, dans laquelle je mets mes livres, et j'ai à peu près 25 000 livres japonais. Ah ouais, chouette. Ça en fait. J'ai trouvé mon maître absolu. Ça y est, quelqu'un m'a C'est ça. battu. Voilà. Ok. Et j'en ai encore à peu près 300 cartons à Tokyo. Ah oui. Ouais. Impressionnant. Donc, je fais mon propre scoutisme de cette façon-là. Je fais le choix des textes, c'est-à-dire que tous les ouvrages que nous éditons, en fait, je suis un peu quelque part responsable du choix. Oui. Alors, moi, des deux ouvrages que j'ai chez moi, les deux ne sont pas traduits par vous, Franck et Dominique. Oui, Alors, oui. justement, comment choisissez-vous les textes que vous traduisez ou non et ceux que vous laissez à d'autres? Est-ce que c'est une Alors, question en fait, d'affinité avec le texte? en général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une liste de textes que j'aimerais bien voir traduire, et je vais voir des traducteurs ou des traductrices, et je leur dis qu'est-ce que vous pensez de ça, et en fait, ils vont prendre les textes les plus intéressants, et ils vont me laisser les textes les plus ennuyeux à traduire, donc c'est ce que je fais, oui. C'était le cas pour un ouvrage récent et une traductrice que je ne nommerai pas, qui m'a dit non, ce texte-là, il n'est vraiment pas bien, donc c'est moi qui le fais, voilà. D'accord, c'est surprenant. Au contraire, je pensais que Non, je crois qu'il est important que le traducteur primaire du texte ait, comment dire, à la fois une bonne connaissance de l'auteur, une bonne connaissance du milieu, enfin d'où est-ce que ça se passe, et un intérêt réel pour le texte. C'est-à-dire que si vous faites un roman policier avec beaucoup de textes légaux, enfin beaucoup de péripéties à l'intérieur des tribunaux ou des procureurs au Japon, si la personne n'a pas d'intérêt sur le sujet, il ne faut pas lui donner le texte, je crois. Il faut respecter le goût des traducteurs ou des traductrices pour un texte donné, c'est important. Ouais. Donc, il y a un plaisir de traduction, en fait. Antoine? Bonsoir Manon, bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure dans la présentation un peu générale de ce que vous faisiez, cette volonté de mettre à la portée du public français une littérature japonaise populaire, une littérature qui aille un peu au-delà des grandes figures, entre guillemets, qui étaient déjà connues ici. Alors, si on rentrait un peu dans le détail de cette littérature japonaise pour les nuls, et par nul, j'entends moi, je confesse mon inculture profonde dans la matière et je suis là pour apprendre. Donc, y a-t-il j'allais dire, une structuration par genre spécifique au Japon? Y a-t-il un format de roman, une durée particulière? Qu'est-ce qu'il faut savoir en gros de cette littérature japonaise qui la différencie de la littérature française et surtout faites-la moi connaître parce que j'avoue, comme beaucoup de Français, je lis de l'américain et du français, j'ai pas beaucoup d'imagination et je suis là pour avoir envie de faire autre chose. Alors dites-moi. Alors, bon, déjà, il faut voir qu'il y a une très très longue histoire du roman au Japon. Le premier roman, probablement le premier roman mondial, a été écrit en l'an 1000. Ça s'appelle le Genji Monogatari, le dit du Genji, qui est un roman d'amour. Et en fait, ça a été écrit par une femme. Donc, le premier roman écrit en l'an 1000 était écrit par une femme. Et il y a eu une tradition littéraire très très grande au Japon, parce qu'il faut bien voir que une ville comme Tokyo était, dans les années 1500, 1600, 1700, la plus grande ville du monde. Il y avait une culture urbaine très développée et donc une écriture très développée. Et ça s'est continué
jusqu'à la période récente. Donc, on est dans un univers du livre qui est d'une richesse dont on ne touche jamais le fond quelque part. Alors, si on regarde la période après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale du Japon, où il y a eu une sorte de libération des carcans militaristes d'une partie de la population japonaise, on a des genres qui se sont constitués sous l'influence à la fois de la tradition japonaise, à la fois également de la tradition chinoise. Je ne sais pas si vous connaissez des romans comme Au bord de l'eau en chinois, qui ont eu une grosse influence à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle sur la littérature japonaise, et des genres occidentaux. Par exemple, l'an dernier, c'était l'anniversaire d'Arsène Lupin. Eh bien, la seule revue que je connaisse qui a constitué un numéro spécial sur Arsène Lupin est au Japon. Un numéro mensuel spécial Arsène Lupin. Donc, il y a eu une influence. Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc ont été des influences colossales au début du XXe siècle sur la littérature de genre japonaise, en particulier à travers un auteur qui s'appelle Edogawa Rampo, qui est raisonnablement bien traduit en France. Et donc, ça a généré à la fois le roman policier, le roman de détective, puisque il y a eu dès le départ un courant de romans détectives très important. Et ça a de façon assez intéressante également, parce que le Japon avait beaucoup d'histoires fantastiques, des histoires de monstres, de yokai, etc. Ça a généré un courant de SF japonaise qui n'est pas forcément proche de Asimov ou des histoires de robots que vous pouvez connaître, et qui s'est un peu fusionné avec la SF américaine au début des années 60-70. Vous avez donc eu à la fois de la littérature de genre d'anticipation, de la littérature de genre de romans policiers, et il y a eu aussi toute une littérature comment est-ce qu'on dit en français, pour quand les gens sont à l'école et qui grandissent, enfin d'années de formation en fait. Alors, ce qu'il faut voir au Japon, il y a quelque chose qui peut vous surprendre et qu'on ne voit dans aucun autre pays, c'est que vous êtes dans une librairie au Japon, les livres écrits par les femmes et les livres écrits par les hommes ne sont pas en général rangés au même endroit. C'est-à-dire… Bon, alors c'est en train un petit peu de changer, mais il y a 10 ou 15 ans, quand vous allez dans les grandes librairies, vous aviez littérature écrite par des femmes, littérature écrite par des hommes. Alors, de façon non surprenante, la littérature écrite par des femmes était beaucoup lue par les femmes et la littérature écrite par des hommes était beaucoup lue par les hommes. Donc, il y avait une sorte de segmentation de la littérature populaire. Alors, c'est un petit peu en train de disparaître, mais on a une littérature policière très importante. On a une littérature de SF qui est soutenu par le fait qu'il y a énormément de robots au Japon, qu'il y a beaucoup de machines au Japon et que donc finalement le dialogue homme-machine est très central dans la pensée du japonais de base. Et on a, je dirais, des littératures de genre qui sont probablement plus spécifiquement japonaises sur les relations, les étudiants, enfin, sur la vie des lycéens, la vie des étudiants à l'université, etc. Donc ça, c'est les grands domaines. Alors, dans la littérature policière, il y a deux grands secteurs. Un qui est ce que les gens appellent du honkaku mystery, c'est-à-dire du vrai mystère, à la Agatha Christie, c'est-à-dire des mystères en chambre close, vous avez des choses d'une complexité extraordinaire avec des aiguilles, des pièces en hexagone, etc. Et vous avez quelque chose qui est du policier social. On avait traduit un des premiers livres que l'on a traduit était relevé de ce genre, dans lequel les écrivains utilisent le médium du roman, ou les autrices utilisent le médium du roman policier pour finalement décrire une réalité sociale sans apparaître, sans sembler faire un ouvrage politique, mais en faisant quand même de la politique, enfin une sorte de politique à l'intérieur du roman. Matsumoto Seisho, par exemple. Un peu du Manchette, ou alors je suis complètement à côté? Oui, un petit peu du Manchette. Il faut bien voir que la société japonaise, après la Seconde Guerre mondiale, a connu des bouleversements relativement importants.
dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports supérieurs-inférieurs, dans le rôle de l'armée au sein de la société. Et tout ça était relativement difficile à mettre en roman, et les gens qui ont fait du policier social, Matsumoto Seisho est un exemple que nous avons traduit au départ, ont décrit une réalité sociale et un changement dans la vie de la société qu'ils n'auraient pas pu faire dans du roman sans l'argumentaire policier quelque part. Donc, aujourd'hui, nous avons, je dirais, trois genres principaux. Donc, un genre qui est le roman policier, dans lequel maintenant les autrices sont relativement importantes. Un genre qui est de l'ASF, dans lequel il y a probablement encore plus d'auteurs masculins que d'auteurs féminins, mais c'est également en train de changer. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui relèvent d'une littérature, je dirais, plus générale, mais qui est parfois un peu plus japonaise en termes de contexte. Pardon, vas-y Antoine, vas-y. Bon, je peux poser après. Enfin, bon, tu vois, vas-y Antoine, vas-y. Bon. Alors, et surtout, je ne vais pas prendre ta place non plus. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi sur la question de la littérature japonaise en particulier, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma première question, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on n'est pas toujours hyper imaginatif quand on va en librairie, on pense beaucoup littérature française ou alors anglo-saxonne quand on est aventureux. Comment faites-vous aujourd'hui? À qui vous adressez-vous? Est-ce que vous avez, j'allais dire, un segment de lecteurs qui sont déjà sensibilisés, qui sont particulièrement, j'allais dire, friands de culture japonaise, ou est-ce que vous êtes plutôt à la conquête de personnes un peu comme moi, c'est-à-dire qui n'y connaissent rien, mais qui pourraient être intéressées si on prenait la peine de les y éveiller? Donc, quelle est aujourd'hui votre philosophie? Là, ça fait 2 ans que vous existez. Comment vous approchez le marché français? Alors, je crois qu'en fait, je n'ai pas forcément une démarche commerciale en termes de cible, à qui est-ce que je vais vendre les ouvrages. Je crois qu'on a plus une démarche de ce livre-là nous paraît vraiment bien, et si on le donnait aux lecteurs français. Alors maintenant, il est clair que nous avons dans nos lecteurs des gens qui sont familiers avec le Japon, parce que finalement, il y a très très peu de gens qui peuvent lire le japonais, donc les traductions restent lues par des gens qui ont un intérêt pour le Japon. Et puis, nous avons, pour le genre, vous avez des lecteurs de romans policiers qui vont lire du roman policier japonais parce qu'ils ont lu du roman policier nordique, ils ont lu du roman policier américain, du roman policier espagnol, du roman policier allemand ou du roman policier. Donc, il y a une sorte de diversité de public. Alors, je crois qu'on est un petit peu aidé par le fait que Dominique, ayant sa propre carrière d'autrice en roman policier, on a une bonne intersection avec beaucoup de gens qui sont actifs dans le roman policier en France. Sur la SF, je crois nous sommes probablement novateurs, nous sommes les premiers à faire de la SF japonaise contemporaine. Alors, ça va prendre un petit peu de temps avant de trouver le lectorat, mais la SF japonaise est relativement intéressante parce qu'elle se pose des problèmes d'intelligence artificielle, elle se pose des problèmes de robotique, et nous avons des lecteurs qui viennent vers ces titres-là pour des raisons de contenu, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt dans le roman qui tourne autour du rapport homme-machine et qui est très fréquent dans la science-fiction japonaise. Et après, il y a d'autres gens. On a fait un ou deux mangas, on en a un ou deux en préparation, qui sont des mangas plutôt littéraires, one-shot. Et nous sommes en train de préparer un manga qui est la reprise d'une nouvelle inédite de Murakami Haruki et de 1984 de George Orwell. Et j'espère le sortir en milieu d'année prochaine. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de cible. Je crois que l'avantage que j'ai par rapport à d'autres éditeurs, c'est que je ne lis que des succès. Parce que, en fait, tous les livres que nous offrons au public français sont des livres qui ont été tirés à 200 000, 300 000, voire pour certains à plus d'1 million d'exemplaires. Donc, nous n'offrons aux lecteurs français que des livres dont la forme, je dirais, a été testée par les lecteurs japonais et qui ont connu un succès, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de qualité de l'auteur derrière le livre. Je ne lis jamais de mauvais livres. C'est l'avantage que j'ai par rapport à des maisons d'édition qui reçoivent des tonnes de manuscrits et qui sont obligés de tous les lire. Et dedans, il n'y en a pas beaucoup de bons. Nous, ce n'est jamais notre cas. Je ne lis que des bons livres. Alors après, je ne les traduis pas tous, mais je ne lis que des bons livres. Alors, ça revient à la question de Narcisse dans le chat, qui n'a pas de micro, qui s'excuse. Elle me demande si vous prenez des avis de lecteurs japonais
pour choisir les textes. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. En tout cas, vous vous appuyez sur le public japonais pour cela, mais vous ne prenez pas, j'imagine, d'avis de lecteurs japonais. On prend des avis de critiques japonais, beaucoup. Critique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au Japon, il y a 5 mensuels consacrés exclusivement aux romans policiers et qui ont tous des études, des nouvelles. C'est encore un pays où les romans sont publiés en feuilleton. Donc, lorsque l'on édite un livre, assez souvent, il faut qu'on prenne un peu les ciseaux parce que le livre qui a été publié en feuilleton dans une revue a été publié tel quel en roman, sans que les raccords aient été ajustés de chapitre à chapitre. Donc, c'est quelque chose que nous faisons dans la traduction. Donc, il y a des critiques que nous suivons avec beaucoup d'attention, des critiques japonais de littérature que nous suivons avec beaucoup d'attention, oui, qui sont aussi lecteurs par définition. J'avais une requête, Franck, je ne sais pas si vous pourriez la résoudre, mais j'aurais voulu peut-être, et j'imagine que tout le monde serait d'accord avec ça, pour faire une petite lecture en japonais. Est-ce que ça paraît possible? Si vous avez sur les 20 000 exemplaires. Vous voulez que je vous lise quelque chose maintenant en japonais, c'est ça? Oui, pourquoi pas, si vous l'avez sous la main, avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je trouve quelque chose? Un instant, hein. Je vais prendre le requin de Shinjuku, je crois que vous l'avez en arrière-plan. Oui. Le requin d'ailleurs qui est donc traduit par Jacques Laloze. Tout à fait, qui vit à Kyoto. Un instant. Je ne sais pas s'il a traduit d'autres ouvrages chez vous. Il est en train d'en traduire un autre, en fait. Donc ça, c'est la première édition en poche en japonais du requin de Shinjuku, donc que vous avez pareil, qui est traduit, c'est The Saint in Sodom. Ils ont mis un titre en anglais parce que la mode était à l'époque des titres en anglais. Et alors, on peut lire. Donc, il y a des titres en anglais sur les ouvrages japonais? À l'époque, oui, parce qu'il y avait aussi dans la chanson japonaise, il y avait des chansons qui avaient des refrains en anglais, le texte était en japonais, il y avait des refrains en anglais, parce que c'était une époque où, on est dans les années 80-90, c'est une époque où parler anglais faisait moderne au Japon. Et donc, on mettait des citations en anglais, et là, des titres en anglais qui, assez souvent, les Japonais ont inventé des mots anglais qui n'existent pas ou utiliser des expressions japonaises, enfin des expressions anglaises dans un sens qui n'a aucun sens en anglais. Par exemple, vous avez le costume de recrutement, recruit suit. C'est le costume de recrutement, c'est le costume que vous mettez lorsque vous allez voir une entreprise à la sortie de l'université pour vous faire embaucher. Voilà, donc si vous n'avez pas de costume de recrutement, vous ne serez pas recruté, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Donc le costume de recrutement est bleu marine et sans originalité aucune, hein, je vous rassure. Bon, je vais mettre des lunettes parce que je suis plus très jeune, hein, je vais m'autoriser, j'espère. Avec grand plaisir. Samejima ga nuida shutsu to polo shotsu o tattandeiru toki ni kikoeta. Samejima wa ishun te o tometa ga, locker no tobi o shime, kagi o kaketa, kagi o mashitep de tsuite wristband de tekubi ni kotei suru shikumi da. Ce qui, dans la traduction quelque part de Jacques Laloze, merci, donne le cri parvint aux oreilles de Samejima au moment où il pliait le jean et le polo qu'il venait de retirer. Il s'interrompit un bref instant, referma son casier et le verrouilla avec la clé attachée par une bande velcro à son bracelet. Voilà. C'était transparent. Tout le monde avait compris, vraiment. Merci, Franck. Aucun. Manon? Oui. Alors non, c'est l'autre Manon. Il y a deux Manon. Ah, l'autre Manon. Pardon. Je pense que c'était moi. Oui, bonsoir à tous les deux. Donc, j'ai deux questions. La première, pourquoi ce nom-là pour la maison d'édition? Et ensuite, deuxième question concerne ce roman.
Oui. Qui m'avait été gentiment envoyé par Manon d'ailleurs. Je vous ai découvert avec ce roman qui est quand même un bon roman noir. Donc, je voulais savoir comment vous étiez tombé sur ce roman et nous dire un petit peu plus sur l'auteur. Voilà, merci. Bon, alors, Akatombo, Aka, ça veut dire rouge en japonais. Tombo, ça veut dire libellule. Donc, Akatombo, c'est la libellule rouge. Et en fait, les Japonais adorent les saisons. Et il y a une saison qui est la saison typique de la lecture au Japon, c'est le mois d'octobre et le mois de novembre, parce qu'il ne fait ni trop froid ni trop chaud, et la température à l'intérieur des maisons est pratiquement la même que celle dans le jardin. Donc, et il y a moins de moustiques qu'en été, donc vous pouvez ouvrir les shoji, c'est-à-dire les fenêtres en papier et en bois, sur le jardin. La lune brille dans le ciel, vous avez un petit verre de saké et vous lisez, et sur l'étang au fond du jardin, les libellules rouges volent. Voilà, d'où vient le nom Akatombo, libellule rouge. Ika Alada est une écrivaine qui écrit de la littérature blanche, essentiellement avec des personnages féminins. Et en fait, le roman, là, est un roman qui décrit, et ça nous a semblé intéressant, une vie de Japonais qui sont plutôt pauvres. Il faut voir que les inégalités au Japon sont beaucoup plus fortes qu'en France, économiques. C'est-à-dire que la société est à la fois plus policée, plus lisse, un peu comme Singapour, mais les différences économiques sont très importantes, et vous avez des gens qui vivent finalement toujours à la limite du zéro revenu. Et une des façons de vivre quand on n'a pas de revenus, c'est de maintenir en vie un grand-parent qui touche une retraite. C'est-à-dire que l'astuce, il arrive assez fréquemment au Japon que les gens meurent, mais qui continuent à toucher leur retraite pendant très longtemps, parce que ça arrange la famille. Et là, le problème dans ce roman-là, alors sans vouloir dévoiler l'intrigue dans ce roman-là, c'est que si jamais votre grand-parent qui touche une retraite meurt vraiment, vous avez un ennui. Donc, ce serait pas mal de trouver un grand-parent de remplacement. Voilà, et c'est un peu cette histoire avec une scène. Alors, je vous préviens, il y a une scène au milieu du roman qui est difficile. La traductrice m'a appelé, c'était une japonaise très charmante, elle me dit, là, sur ce passage-là, j'ai dû m'arrêter plusieurs jours parce que le passage est insoutenable. Alors, il faut bien voir qu'il y a le Japon est structuré différemment culturellement, et en fait, l'horreur est plus familière aux Japonais moyens, d'une certaine façon, pour des raisons historiques, pour des raisons littéraires, pour des raisons de représentation graphique. Vous avez par exemple des films de samouraïs dans lesquels vous voyez très souvent la tête volée et le sang giclé. Et il s'agit de films de grande consommation, c'est-à-dire que ça c'est pas du tout censuré, ça passe à la télévision. Donc un enfant de 3 ans, il voit une tête de samouraï qui vole dans l'air, poum, et du sang qui sort, plof, 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 et il a l'habitude de ça. Si vous regardez certains des films, il y a une série de films de samouraï qui a été une série télévision, une série de films qui sort d'une manga, dans laquelle la première scène, vous savez qu'au Japon, en fait, la tradition était que quand quelqu'un perdait une bataille ou perdait une guerre, le clan était complètement exterminé. Et là, la première scène du film, c'est l'exécuteur qui arrive pour terminer la vie d'un enfant de 3 ans au sabre. Et ça passe à 1 heure de grande écoute. Donc, le monde est un petit peu différent. Je crois que c'est un des intérêts du voyage au Japon, quelque part, et c'est pour ça qu'on essaie d'apporter le roman japonais, c'est qu'il y a un ailleurs au Japon qui nous force à réfléchir sur la façon dont on regarde la vie. Les Japonais se posent toujours la question comment est-ce qu'on doit vivre, comment vivre, quelle est l'esthétique de vie. Et je pense que, vu de l'étranger, nous, on ne comprend jamais vraiment
tout au Japon, jamais. Enfin, et c'est quelque part ce fait d'être forcé à réfléchir sur la façon de vivre, bah, ça enrichit aussi la vie d'un Français comme moi, ordinaire. Par exemple, au Japon, les robinets tournent au sens inverse du sens français. Les clés ouvrent dans le sens inverse du sens français, ou ferment dans le sens inverse du sens français. Et donc, vous arrivez au Japon et vous vous dites, bah oui, pourquoi est-ce qu'on ferme toujours à droite et pourquoi est-ce qu'on… Voilà. En fait, ça force à réfléchir. Et donc, il y a une sorte de valeur, enfin, d'intérêt dans le Japon, pas tellement parce que le Japon est comme ça, mais parce que le Japon nous force quelque part à réfléchir. Les hommes portent des robes au Japon, finalement. Et les femmes portent des pantalons, historiquement. Donc, il y a tout un aspect sur comment dire, le quotidien où on est un petit peu dépaysé. Je reviens deux secondes sur la libellule rouge, Franck. Oui. Sur les couvertures, la libellule est blanche. Sur la tranche, elle est rouge. Sur les couvertures, elle est blanche. Ah bah, elle est parfois noire aussi, non? Sur les tranches jaunes, la libellule est noire de mémoire, non? Exact. Voilà, et là, sur la science-fiction, elle est bleue. Donc, cette histoire, et pour toi, par exemple, c'est typiquement une histoire d'amour entre une femme et une intelligence artificielle. Et la femme se branche directement sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un roman qui date d'il y a quelques années. Et vous avez eu l'an dernier ou cette année les premiers branchements neuronaux directs entre un neurone et une machine. Et dans le roman, il n'y a que ça. Il y a cette femme qui a une vie très particulière et qui est en fait condamnée à mort et qui tombe amoureuse de la machine qu'elle a créée d'intelligence artificielle parce qu'elle lui écrit une histoire. C'est en fait c'est Sherazade, mais Sherazade où finalement l'émir serait une femme et Sherazade serait une machine. Très bien. Alicia? Bonsoir à tous les deux en particulier. Merci pour cette rencontre qui est passionnante. Du coup, la transition est parfaite avec la question d'Anthony. Moi, je voulais vous parler des couvertures que Oui. je trouve… Enfin, il a la charte graphique extrêmement forte et très, très identifiable et reconnaissable. Comment vous en êtes arrivé à cette charte? C'est la première question. Et la deuxième, je rebondis sur ce que vous disiez sur la violence qui est assez banalisée, somme toute, au Japon. En même temps, c'est quand même une culture qui est d'un raffinement et d'une délicatesse qui semble assez hors norme. Comment vous expliquez finalement cet écart entre l'un et l'autre? Est-ce que c'est qu'ils sont capables de plus de subtilité et de nuances que nous ou pas? Enfin, voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus. Merci. Alors, sur les couvertures, je crois que le souci que nous avons, c'est que nos auteurs sont très connus au Japon, mais assez souvent inconnus en France. Et que donc, on a fait le choix dès le départ d'essayer que la couverture soit identifiable de façon à créer une sorte d'association entre les différents auteurs. Sinon, les livres auraient été perdus sur les tables. Alors, à l'intérieur de la couverture, vous avez effectivement des motifs qui sont tous différents les uns des autres. Il s'agit en fait d'une collection, comment dit-on, de pochoirs pour tissu de kimono que nous avons numérisé. J'en ai plusieurs centaines. Et donc, à chaque livre, nous faisons un pochoir différent. Et Manon, qui est en charge des couvertures, qui fabrique, change les couleurs, fait le choix des couleurs, des motifs, etc. Alors, sur la violence au Japon, quelque part, le Japon fait partie de la zone sino-japonaise, c'est-à-dire que vous avez une importance du rite, de la forme. Ce qui compte, finalement, c'est que l'apparence fonctionne. Pour vous donner un exemple dans la vie de tous les jours, si vous faites quelque chose de mal dans un pays européen, vous allez avoir une sorte de conscience du mal. Vous avez fait quelque chose de mal, c'est pas bien, vous allez avoir du mal à dormir le soir, vous allez vous retourner et vous dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça, c'était mal ». Au Japon, la question est plutôt « Vous avez fait quelque chose de mal, est-ce que quelqu'un vous a vu ou non ?» Si personne ne vous a vu, il n'y a pas de conséquences sociales, donc on peut dormir très bien. Si quelqu'un vous a vu, les conséquences sociales vont être catastrophiques
Et là, c'est le moment presque de faire seppuku et de s'ouvrir le ventre d'une lame de sabre. Donc, la notion d'apparence est très importante. Et donc, en fait, la forme, l'harmonie extérieure est complètement centrale. Ce qui fait que, par exemple, le Japon n'a jamais connu de persécutions contre les homosexuels, par exemple. À partir du moment où les personnes fonctionnaient à l'intérieur de la société de façon suivant les règles, ce qui se passait dans le privé était complètement sans conséquence. Donc cette violence, en fait, elle est protégée par le fait que les règles vont toujours être vérifiées. Vous savez, cette histoire de deux samouraïs qui se rencontrent sur un chemin, et avant de se tuer, s'ils ont besoin de se tuer, ils vont quand même énoncer leur nom, leur titre, le château auquel ils appartiennent, de façon très polie, ils vont s'incliner, puis après, ils vont se battre à mort. Et en fait, la société se réfugie dans cette harmonie de tous les jours, qui fait que vous pouvez prendre le métro, il ne va jamais rien vous arriver. Vous pouvez prendre le métro dans n'importe quel déguisement. Si vous allez à un bal costumé à Tokyo, vous pouvez prendre le métro dans n'importe quel déguisement. Personne ne vous jettera un regard. Parce que, en fait, c'est un espace où il n'y a pas de règles particulières. Par contre, si il y a 7 ou 8 façons de dire « vous » au Japon. Et si vous allez voir un professeur d'université et que vous dites « vous » d'une façon qui n'est pas polie, il ne vous parlera plus probablement. Donc, c'est une société un petit peu avec des règles, il faut les apprendre. Et Manon me pose assez souvent des questions « mais pourquoi on fait ça ?» Et je lui dis « eh bien, on fait ça parce qu'on fait ça. » Je n'ai pas de meilleure réponse. Voilà. Oui, c'est une société quand même qui utilise beaucoup le patriarcat. Et par rapport à cela, par rapport à cette… tout à l'heure, vous en parliez sur les différents rayonnages de librairies entre hommes et femmes, ce qui est plutôt marquant. En tout cas, ça a choqué plus d'un ici. Par rapport à ce rapport homme-femme, comment évolue-t-il par rapport à cela? Est-ce que véritablement, il y a une évolution ou au contraire, on reste sur des choses quand même plutôt archaïques par rapport à cela? Je crois que c'est un sujet assez difficile. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes salarié vous êtes un homme salarié d'une entreprise. Vous touchez un salaire. Et votre femme, par exemple, ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il arrive à votre salaire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Eh bien, vous donnez l'intégralité de votre salaire à votre femme et c'est elle qui vous donne de l'argent de poche chaque semaine pour votre repas du midi. Donc, vous n'avez absolument aucun contrôle sur les dépenses du foyer. Vous ne pouvez pas acheter une chaîne IFI. La voiture sera achetée par votre épouse, si vous en achetez une. Vous n'avez le droit qu'à une certaine somme chaque jour qui est censée payer votre repas du midi. Voilà. Donc, en fait, on est dans une société qui fonctionne d'une façon assez différente. Alors, et qui fonctionne sur un principe de séparation relativement strict des rôles suivant, enfin, qui fonctionnait en tous les cas jusqu'à une certaine époque, une façon relativement stricte des rôles, avec un taux de mariage qui était relativement élevé, des mariages qui étaient essentiellement sociaux dans le choix, et après des rôles très, très distincts pour les hommes et pour les femmes. Mais économiquement, en fait, si vous allez dans un hôtel, un bel hôtel de Tokyo l'après-midi, l'hôtel va être rempli de femmes qui prennent le thé, alors que les hommes sont en train de travailler. Bon, à l'inverse, il est clair que pour une femme, faire carrière dans une entreprise est extrêmement difficile, voire complètement impossible. Donc, en fait, on est dans un régime de séparation, mais en fait, le vrai pouvoir, à mon sens, on n'est pas du tout dans une société matriarcale. Le Japon est historiquement une société patriarcale. Le Japon est historiquement une société matriarcale, fondamentalement, comme beaucoup des sociétés des îles du Pacifique. Et c'est simplement sous l'effet de l'industrialisation qu'en fait cette société matriarcale s'est transformée
le pouvoir a shifté en fait vers les gens qui étaient dans les entreprises. Mais historiquement, la partie agricole du Japon est une société matriarcale. Et par rapport au rôle des femmes qui écrivent, est-ce qu'elles sont, comment sont-elles perçues dans le lectorat? Déjà, est-ce que les hommes lisent au Japon? Quelle est on sait qu'en France, par exemple, 8 femmes sur 10 sûrement lisent, mais très peu d'hommes. Quel est ce rapport à la lecture qu'ont les Japonais? Et par rapport Alors, notamment aux femmes autrices? alors les femmes, les gens lisent beaucoup au Japon, tant les hommes que les femmes, ne serait-ce que parce que la plupart des transports en commun la plupart des transports sont faits en transport en commun. Il y a très peu de gens qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc, le quotidien, voire même à Kyoto, c'est interdit. Aucun fonctionnaire n'a le droit d'utiliser sa voiture à Kyoto. Un fonctionnaire de Kyoto est dans l'obligation d'utiliser les transports en commun. Et donc, vous avez un temps de transport qui est relativement important. Il est fréquent d'avoir 1 heure de train. Et donc là, ça vous génère du temps qui, il y a 20 ans ou 30 ans, était exclusivement du temps de lecture, qui maintenant va être du temps de lecture et du temps de téléphone portable. Mais il reste une partie de lecture très importante. Et quand je vais dans une librairie au Japon, il y a pratiquement autant de clientes que de clients. Il y a énormément de gens qui lisent. Je peux vous raconter une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, à Shinjuku, qui est un des quartiers de la nuit à Tokyo, où vers 1 heure du matin, le lundi matin, c'est-à-dire qu'on est dimanche soir, le lundi matin à 1 heure du matin, enfin, on est dimanche 25 heures, et je suis dans un petit bar, un tout petit bar. Et il y a un monsieur avec une cravate qui s'assied à côté de moi et qui me dit « Vous avez l'air étranger ». Je dis « Oui, pas dit grand-chose, effectivement, je ne suis pas japonais ». Et il me demande d'où je viens. Alors je dis « Je suis français ». « Ah bah ça tombe bien, moi j'enseigne la littérature française à l'université ». Et il commence à citer Balzac, Verlaine, Rimbaud, tout ça. Mais dans le texte, hein, en français. Hein. Et donc là, c'est le moment où il faut quand même gratter dans les souvenirs assez forts pour pas avoir l'air complètement ridicule dans un bar japonais. Sinon, effectivement, on ne peut plus y remettre les pieds parce qu'on s'est fait complètement ridiculiser. Mais bon, il faut être prêt un petit peu. Donc, la lecture reste très importante pour les Japonais, tant pour que les Japonaises. Et les femmes auteurs sont extraordinairement respectées au Japon. Yuzuki Yuko, le premier ouvrage que nous avons traduit, Le loup d'Hiroshima, j'ai rencontré l'autrice à la première de l'adaptation du film. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent pour des maisons d'édition, etc., mais l'autrice est venue avec 5 éditeurs. Il y en avait un qui lui portait son parapluie, un qui portait sa sacoche, un qui lui demandait si elle avait envie de boire quelque chose, un qui surveillait que tout se passait bien. Et ça, c'était 5 assistants éditeurs qui étaient là. Donc, les autrices sont une part extraordinaire de la littérature japonaise et elles sont lues par tout le monde. Je crois que le classement que j'ai évoqué au départ entre auteurs féminins et auteurs masculins est probablement une survivance qui est en train de disparaître, en fait. Mais aujourd'hui, les plus grands tirages sont probablement à part égale entre des écrivains femmes et des écrivains hommes. Est-ce qu'on peut déjà on peut parler de ce qui va sortir un petit peu plus tard? Je ne sais pas si vous avez eu des publications qui vont être reportées par rapport au confinement ou au contraire, vous avez décidé de garder les dates sur les prochains, notamment sur Langue de Vipère. Oui. Alors, oui, Langue de Vipère vient d'arriver, voilà, vient d'arriver de chez l'imprimeur, voilà. Alors, bon, j'ai évoqué le roman policier, j'ai évoqué la science-fiction. Langue de Vipère comme Château Rouge sont des romans érotiques. Alors, sont des romans érotiques. L'un est écrit par un homme, Château Rouge, l'autre est écrit par une femme, Ayano Ukami, qui est également, elle est joueuse de koto, qui est une harpe chinoise, une sorte de sitar chinoise. Elle est chanteuse musicienne, elle est écrivain, elle est aussi scénariste de films érotiques. Et son roman a reçu un des prix des romans érotiques. Alors, le livre érotique au Japon est
comme un peu comme en France, et lu à la fois par les hommes et par les femmes, est une lecture relativement courante au Japon. Et par rapport à ça, alors pourquoi cette multiplicité de genres, entre guillemets, donc on passe de la SF au policier, au roman noir, aux essais. Comment voyez-vous l'avenir par rapport à cela? Est-ce que vous allez encore vous diversifier par rapport au genre, ou au contraire vous consacrer davantage à un seul en particulier? Je crois, ce que l'on essaie de faire, c'est de donner une sorte de panorama de ce que lisent vraiment les lectrices et les lecteurs japonais, et aussi de ce qu'on aime quelque part. Et je crois que finalement, lorsque l'on rencontre des Japonais, ils vont vous parler de ce qu'ils lisent, et ça va être relativement ouvert. Même s'il y a des comportements, j'ai pas entendu parler des otaku, c'est-à-dire des gens qui sont très fixés dans un domaine, qui font que du jeu vidéo, qui font que etc. On va essayer d'ouvrir au maximum l'éventail, parce qu'il y a en policier d'excellents policiers, il y a en SF d'excellents écrivains de SF, il y a en essai des choses sur la photographie, sur le théâtre. On est en train de préparer quelque chose sur le théâtre. Il y a des choses qui sont relativement intéressantes. On est en train bon, je ne vais pas dévoiler parce que tout n'est pas signé encore, mais on prépare un essai un livre d'essai sur le théâtre où un écrivain japonais relativement connu parle du théâtre américain, du théâtre français, en plus de parler du théâtre du No ou du kabuki japonais. Je crois que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter comme valeur au lecteur français? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter au lecteur français que les autres maisons n'apportent pas, que les autres maisons ne peuvent pas apporter. Et donc, en fait, plutôt que de se limiter à des genres particuliers, on essaie de trouver des choses qui sont à la fois intéressantes, représentatives de ce que lisent les Japonais et les Japonaises, et intéressantes pour le lecteur français, parce que tout ce qui est produit au Japon n'est pas forcément intéressant pour le lecteur français. Et c'est plutôt pertinent parce qu'au final, en termes de maisons d'édition, en tout cas en termes asiatiques, il y en a très peu et encore moins au niveau japonais, hormis Philippe Piquier et une petite collection Actes Sud, vous êtes quasiment les seuls sur le marché. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'avantage de pouvoir lire, on a l'avantage de pouvoir lire dans le texte et donc de faire notre choix de texte. C'est-à-dire que les personnes qui prennent les décisions, Dominique et moi-même, on a à la fois le texte japonais, mais on a aussi la position du texte japonais parmi les autres ouvrages japonais. C'est-à-dire ce policier-là, comment est-ce qu'il a été reçu au Japon, quel est son style d'écriture, parce que en fait, c'est la traduction. Il faut rendre quelque chose qui est très difficile à rendre, c'est un style différent, c'est-à-dire que le requin de Shinjuku est écrit d'une certaine façon, la traductrice a essayé de rendre. Minato Kanae, dont nous allons sortir un livre en janvier qui s'appelle Nostalgie, en janvier en février, écrit d'une façon qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus sèche, et il faut essayer de le rendre dans la traduction. Par rapport au requin de Shinjuku, par rapport au pitch, oui. et notamment Langue de Vipère également, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Sur le requin de Shinjuku, c'est le premier d'une longue série. En fait, l'avantage, l'écrivain est un écrivain qui a eu un mal fou à avoir du succès. Il a écrit énormément de romans avant d'avoir le succès. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier roman policier japonais où il y a un détective, un policier, mais également une héroïne. C'est le premier couple. Une héroïne qui a du sens. C'est le premier couple japonais dans un roman policier où l'héroïne est autre chose qu'une sorte de décoration. Donc, elle joue un rôle dans l'intrigue relativement important, et ça va se continuer dans les autres romans de la série. L'auteur Arima Sawasawa est le plus grand auteur de hardball au Japon. C'est une sorte de parrain du hardball au Japon. Le 8e ou le 9e ouvrage de la série est sorti il n'y a pas très longtemps, avec des tirages. Je crois qu'il a fait le dernier de la série du requin de Shinjuku a fait 600 000 ou 700 000 exemplaires en hard copy. Incroyable. On est dans des tirages importants. Ouais.
Et alors, Langue de Vipère, c'est pas un ouvrage à mettre entre toutes les mains, dirait Manon. L'autrice, alors, c'est un ouvrage dans lequel vous allez avoir des scènes extraordinairement explicites. Où se situe la limite entre l'érotisme et la pornographie? Ou en tout cas dans une société japonisante qui, en principe, n'est pas forcément, alors excepté peut-être le hentai, mais en principe, le sexe n'est pas forcément représenté de manière très explicite. Alors, non, alors là, je vous arrête tout de suite. Le sexe, le sexe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de. Alors, je n'ai pas de livre là, malheureusement, avec moi. Ils sont dans un autre local, mais dans le. Vous avez une tradition, en fait, sino-japonaise de l'érotisme qui remonte aux années 1300. Les premiers romans graphiques, érotiques, enfin pornographiques, chinois et japonais, imprimés avec des dessins très explicites, avec des sexes masculins de taille gigantesque, remontent à 1380 à peu près. Et pendant la période Edo, c'est-à-dire dans les années 1500 ou 1600, avait des tirages relativement importants. Il y a d'ailleurs une histoire, lorsque le Japon s'est ouvert, il y a eu des représentations diplomatiques américaines qui ont été envoyés au Japon, et les Japonais se demandaient bien qu'est-ce qu'on va leur faire comme cadeau. Ils s'étaient embêtés, donc ils leur offraient des gravures sur bois pornographiques, en pensant que c'était un truc qui devait les intéresser normalement. Et on a les lettres des diplomates américains qui reviennent à Washington. Nous avons reçu des ordures abominables. Et qu'est-ce qu'on va en faire? C'est même pas la peine qu'on les rapporte à Washington. Enfin voilà. Donc là, au contraire, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, je dirais, dans le domaine érotique au Japon, qui est à la fois très ancienne, énorme en quantité, et qui donne lieu encore à des publications encore aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous lire un passage de Langue de Vipère en français, si vous voulez. Apparemment, tout le monde est très excité, donc en effet… ouais. Alors, quel passage va-t-on lire? La scène du début est plutôt pas mal, je pense, pour rentrer en… La scène du début? Ouais, elle est pas mal quand même. Alors, ça va être un petit peu long, donc je vais couper quelques petits morceaux, mais les bambounins s'agitaient bien qu'il n'y eût aucun vent. L'air était moite, les rayons du soleil couchant qui dardaient depuis l'avant-toit donnaient une teinte écarlate au bois de la galerie bordant le jardin. Était-ce déjà le moment où sortaient les vipères? J'entendis des pas traînants. Ils émanaient d'un grand corps lourd se déplaçant au rythme de koto dont j'étais en train de jouer. Tong, ting, takatang. Chaque fois que je pinçais les cordes avec mes onglets en ivoire, les bambous vibraient. Dans leur ombre qui s'était étoffée, 2 yeux m'apparurent. Sans cesser de jouer, je retroussai légèrement ma jupe, les jambes poindre, mes genoux alignés. Je compris que Masami, c'est son valet, dissimulé dans les bambous, avait dénudé ses hanches. Courbant son dos, terminé par les robustes sphères de ses fesses, il rentra sa tête dans ses épaules et riva son regard sur l'espace entre mon instrument et le tatami. À présent, son regard évoquait celui d'une vipère. Je continuais de jouer de la main droite tandis que la gauche, occupée à maintenir ma jupe, ne retournait pas vers les cordes. Doucement, par-dessus le tissu, mes doigts atteignirent mon entrecuisse qui fut parcouru d'un frémissement. Courbant progressivement la main, je tentais de contrôler cette sensation agréable, cet endroit juste sous la colline, si souple, et dans lequel il semble possible de s'enfoncer jusqu'à on ne sait où, ce qui est le plus sensible chez moi. Ah, sous ma peau, une chaleur humide se répandait et se répandait encore. Voilà, on pourrait continuer. Alors, il y a des scènes beaucoup plus explicites, il y a des scènes beaucoup plus rudes à l'intérieur du roman. C'est écrit par une femme. C'est une mise en bouche, on va dire. C'est écrit par une femme et donc… C'est très bien écrit par rapport à la limite justement entre l'érotisme et la pornographie, à mon sens, c'est que la pornographie est plutôt mal écrite ou un petit peu trop grossière, tandis que là, c'est véritablement un très bien écrit de ce que vous nous avez lu. C'est véritablement très bien construit et imagé. Oui, non, mais il s'agit, il y a des vrais écrits. Il y a Dominique est là. Je m'approche petit à petit. Donc Dominique me rejoint. Elle était occupée à vider une bouteille, donc il lui reste un verre et des cacahuètes. Mais…
Bonsoir, laisse Dominique. on regarde l'écran on là. voit pas? Voilà. Ah oui. Voilà. On Donc voit, Dominique on voit. arrive. Coucou Dominique. Bonjour. Voilà, donc c'est Dominique qui a fait le texte en français. J'ai fait le texte, j'ai fait la première version. C'est Dominique et moi-même Dominique a fait le texte final en français avec des allers-retours ouais. C'était une nombreux. expérience formidable parce qu'en fait, j'avais jamais écrit ni traduit de texte érotique. J'avais commencé par Château Rouge d'ailleurs. Et j'avais un peu peur, franchement, parce que je me disais que je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Comment on fait pour… On va On tourner, voit à voilà. moitié, voilà, super, parfait. Ouais, et donc, non, c'était vraiment une expérience, je ne dirais pas traumatisante, mais bon, j'étais un peu inquiète quand même. Et du coup, ça a été un réel apprentissage parce que, d'abord, j'étais ravie parce que je me suis rendu compte que c'était des textes effectivement ambitieux. Il y avait une vraie ambition littéraire, il y avait des histoires fortes. C'était pas seulement l'occasion de mettre en scène des couples, etc., etc. C'était vraiment, oui, des histoires puissantes, très, très bien construites en plus, comme vous l'avez vu, bien écrites. Et donc, c'était un vrai défi. Et j'avoue que moi, j'ai vraiment eu du bon temps à faire ça, contrairement à ce que j'aurais cru. Mais c'est bon, c'était pas facile, mais chouette. Le défi est réussi puisque vous en avez fait un deuxième, donc. Donc, c'est le deuxième livre qui Dans la foulée, oui, on avait un petit problème. Il fallait vraiment qu'on s'active parce que on était depuis très longtemps sur Langue de Vipère et donc on était quand même obligé de le sortir. Et du coup, ça a fait qu'on en a traduit deux dans la foulée. Mais là, c'est bien, j'étais chaude. Enfin, c'est pas l'expression que j'ai utilisée, mais… Pardon. Vilain jeu de mots. Voilà, bon, Enfin non, mais en plus, c'est des textes qui n'ont strictement rien à voir parce que Junichi Watanabe, donc c'est un homme d'un certain âge, c'est le seul roman érotique qu'il a écrit. En revanche, Okami, pardon, elle bon, c'est sa spécialité, elle fait aussi des scénarios de films, elle a écrit du boy love, donc elle, c'était une toute autre démarche, une autre génération, etc. Et c'était intéressant aussi de se balader dans l'histoire du texte érotique japonais. Donc franchement, moi, c'était un monde que je découvrais. Et puis le plaisir de la langue, c'est ça qui est formidable, c'est tellement bien écrit que… Waouh. Non, ils m'ont impressionné. En tout cas, c'est très bien traduit parce que véritablement, c'est gentil. On a senti la poésie japonaise. Oui. Non, c'était chouette. C'était une belle expérience. Antoine ? Alors, je vais continuer dans mes questions de Français qui n'y connaît rien. En me rappelant l'époque pas si proche où j'étais petit, moi j'ai grandi en des temps où on m'expliquait que le Japon allait conquérir le monde, et moi en particulier. Et puis, petit à petit, au fil des années, au fil des décennies, l'impression a changé. C'est-à-dire qu'on a mis en avant de plus en plus, en parlant du Japon dans l'Occident, on a mis en avant la question démographique, on a mis en avant des questions sociétales aussi qui étaient assez prégnantes, une pression sociale infernale, des choses dont il semblait ne pas sortir. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu moins l'impression que le Japon va conquérir le monde. Alors, je serais enclin à imaginer, partant de ce postulat, dans la littérature, des messages plutôt soit défaitistes, soit dépressifs, enfin, si je caricature. Est-ce que cette impression, elle se confirme aujourd'hui dans la production littéraire, ou est-ce qu'inversement, le Japon finalement se fiche pas mal de ces questions-là, ou alors est-ce que cette impression est au contraire très fausse? Est-ce que les livres aujourd'hui qui paraissent en littérature japonaise confirment cette impression-là ou pas du tout? Oui, je crois qu'en fait, les Japonais sont avant tout japonais d'une certaine façon. C'est une île et finalement, les étrangers sont très peu nombreux et sont en général parqués un petit peu à l'écart. Il y a très peu d'interprétations avec… Il faut voir qu'il y a jusqu'à 5, 6, 7 ans, quand j'étais assis dans le métro, personne ne s'asseyait à côté de moi. Moi, je faisais peur aux enfants. Parce que j'étais un étranger. Non, c'est vrai, je faisais peur aux enfants. C'est une expérience bizarre. Et donc, les Japonais ne sont jamais vraiment préoccupés, à mon avis, de conquérir le monde en soi. Ce qu'il y avait, c'est que les entreprises japonaises étaient particulièrement performantes à une certaine époque. Elles le sont moins. Cela étant, il y a une robustesse de la structure sociale japonaise qui est relativement impressionnante.
C'est-à-dire qu'en fait, il est assez facile au Japon de survivre de façon agréable avec des moyens relativement faibles. C'est-à-dire que je peux très facilement manger dehors pour 4 € dans un restaurant, pas de luxe, mais il y aura le cuisinier au milieu de la table qui nous servira un bol de riz avec du bœuf dessus, par exemple. Ça, je peux le trouver sans problème pour 4 €. Et à l'inverse, il est possible d'aller boire une tasse de café qui va coûter 70 € dans un établissement de luxe. Et donc, en fait, le japonais moyen est préservé je dirais, de la déflation psychologique, puisqu'il y a une déflation économique, il est préservé de la déflation psychologique par une structure très robuste. Il y a aussi un urbanisme très particulier, c'est-à-dire que vous avez des grandes avenues au Japon, mais vous avez surtout des petites rues. Dans la petite rue, si vous voulez en moto, moi j'ai croisé une vieille dame arrêtée au milieu de la rue qui ne savait vraiment plus où elle allait, 2 livreurs de sushi en bicyclette qui s'étaient arrêtés au milieu de la rue parce qu'ils discutaient le bout de gras, vous ne roulez jamais à plus de 20 à l'heure parce que vous pouvez avoir un enfant qui sort avec un ballon au milieu de la rue. Mais quand j'ai dit au milieu de la rue, c'est vraiment au milieu de la rue. Vous avez un enfant qui sort avec son ballon au milieu de la rue. Donc, les petites rues ont gardé une vision très quartier, quoi. Oui, très quartier. Et je ne sais pas si vous avez lu un roman qui s'appelle La fille du Combini, qui est un roman où une jeune femme décrit sa vie dans une convenience store, c'est-à-dire c'est une sorte de magasin ouvert 24 heures sur 24, un très bon roman. Le Combini, en fait, permet de comment dire, de solidifier la vie des gens, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont aller au Combini en pyjama à 11 h du soir, il leur manque une canette de bière, ils mettent des chaussures, ils restent en pyjama avec une bague-robe de chambre, ils vont au Combini, ils achètent la bière, ils rentrent chez eux. Donc, il y a un côté où… Tous les izakaya, il y a une bonne ambiance dans les izakaya. Ouais, et en plus, on peut manger dehors dans des restaurants. Bon, alors, il y a le restaurant alimentaire où on mange pour 4 €, mais on peut très, très bien aller dîner avec des amis en buvant de l'alcool et dépenser 15 € le soir dans un restaurant qui va être très animé, avec beaucoup de gens qui parlent. Il y a des petits bars partout, quoi. C'est pas compliqué de se trouver un petit la bar. plupart des quartiers vont avoir des bars où on peut aller boire un verre pour 4 ou 5 €. Donc, en fait, finalement, si vous rentrez le soir, vous êtes un peu triste, vous rentrez de la gare, vous vous arrêtez dans un petit bar, vous buvez un verre. Si vous venez souvent, il va vous connaître, donc il va vous dire bonjour, il va vous servir votre boisson habituelle, il va vous demander comment ça va. Vous avez récupéré… Les Japonais ont ce qu'ils appellent des familles de remplacement. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure Ika Harada. En fait, les Japonais ont l'art de créer des familles de remplacement. C'est-à-dire que si vous aimez la photo, vous allez appartenir à un club de photo. Et en fait, le club de photo va devenir un petit peu votre famille. Si vous faites de la musique, vous allez jouer avec des gens et en fait vous allez créer des familles supplémentaires en plus de votre famille biologique et c'est ça qui va vous permettre d'avoir en fait une sorte de soutien psychologique au sein de la société. C'est-à-dire que vous aurez toujours quelqu'un, si ça va pas, qui va vous dire on va faire un truc. Donc les relations sociales sont malgré le téléphone, malgré WhatsApp, etc. Les relations sociales sont restées relativement fortes au Japon d'un point de vue local. Si j'arrose pas, mais si j'ai des plantes dehors et que je les arrose pas, quelqu'un va me frapper à la porte en disant qu'est-ce qui se passe avec vos plantes, quoi. Alors ça a des mauvais côtés aussi parce que si vous vous garez mal, vous allez avoir une vieille dame derrière ses rideaux qui va appeler la police en disant il y a une voiture garée devant chez moi, la police va venir en 5 minutes, vous allez avoir un PV immédiatement. Donc c'est une société qui est structurée différemment. Mais l'individu, le groupisme, la notion de groupe qui est très forte au Japon, c'est un cliché, mais ce groupisme a à la fois des effets négatifs, c'est-à-dire que vous êtes contraint par le groupe à un certain comportement social, à une certaine forme extérieure, mais en même temps, vous avez aussi, si ça ne va pas, des ressorts pour vous appuyer dessus. D'accord, donc il n'y a pas si je résume imparfaitement ce que vous venez de dire, il n'y a pas de l'espèce de pessimisme qui est très culturel chez nous, mais qui est aussi très présent dans la littérature contemporaine française. C'est quelque chose qu'on ne va pas ressentir de façon spécifique dans la littérature japonaise. Moi, je trouve que quand même Tetsuya Honda fait des livres très noirs avec une espèce de… Il n'y a pas la bulle qui s'est écroulée. Il n'y a pas un pessimisme, il y a une noirceur. Effectivement, il y a des romans où il y avait une bulle économique. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, les prix de l'immobilier étaient très élevés. Imaginez aujourd'hui que le prix de l'immobilier aujourd'hui, imaginez que votre maison aujourd'hui vaut à peu près 25% de ce qu'elle valait il y a 30 ans.
c'est à peu près ce qui s'est passé au Japon. Et donc, la bulle quand la bulle a explosé, bon, il est clair qu'il y a des gens On a parlé d'une génération perdue. il y a des gens dont la carrière s'est arrêtée. Enfin, Ouais. donc, il y a toute une génération qui a disparu, qui est une lost generation. Donc, vous avez des romans de la génération perdue. Mais en fait, ça, c'est déjà passé. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est plus leur expérience. Leur expérience, c'est bon, le monde est différent, mais on fait avec le monde qu'on a. Mais on est aussi dans une société de plein emploi. On est dans une société de, si vous voulez vous logez en 2 jours, parce que dans tous les quartiers, il y a des logements à louer très facilement. Donc, on est dans une société qui est gérée de façon très différente. Mais on est aussi dans une société qui, visiblement, enfin, où on a des jeunes qui hésitent à fonder une famille, quand même, parce qu'ils en ont pas les moyens. Oui, alors il y a aussi des aspects négatifs, c'est-à-dire que il y a très peu de prestations sociales, donc avoir des enfants, ça coûte très cher, fonder une famille, ça coûte très cher, donc vous avez beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est vrai. Ouais. Mais ce n'est pas forcément un pessimisme, c'est aussi il y a aussi une vision robotique derrière, c'est-à-dire que d'une certaine façon, si vous pensez que il y a probablement 10 fois plus de robots au Japon qu'il y en a en France, y compris des chiens robots. Si vous vous ennuyez, vous pouvez avoir un chien robot chez vous. Et l'assistance médicale robotique pour vieilles personnes, et maintenant, ce n'est plus qu'une question d'années, dans 1 an ou 2, vous allez avoir des assistants médicaux pour vieilles personnes qui seront robotiques. Et ça, c'est intéressant parce que le robot ne les dérange pas trop. Dans une société animiste, en fait, un robot, ça existe, quoi. Donc, on peut être ami avec un chien. Il faut bien voir qu'il y a des cailloux qui sont sacrés, c'est-à-dire vous mettez une corde autour d'un caillou, et le caillou devient sacré, donc vous pouvez causer au caillou, le caillou va vous répondre, et donc du coup finalement, si Moi, vous mettez j'adore ça, je trouve ça très bien. Si vous mettez un robot quelque part, et ben, le robot, c'est finalement qu'un caillou avec une corde de plus, quoi, d'une certaine façon. Donc vous avez déjà l'habitude, vous avez déjà vu ça, quoi. Donc c'est assez souple comme point de vue, quoi. C'est moins raide que le monothéisme. J'aime bien. C'est un des aspects que je trouvais très intéressant dans la culture japonaise. Cette survivance très très forte du shintoïsme, de l'animisme en fait. Avant de passer la parole à Béa, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, mettez-vous sur votre 31. Dominique est là en plus, donc c'est parfait. Moi, je suis vraiment, je vois rien. 3, 2, 1. Oui, c'est ça qui compte. Voilà, évidemment, les livres érotiques en avant. Hein. 3, 2, 1. Mais tu repars la langue, attends. Parfait, c'est bon. Merci. Béa, c'est à toi. Merci Anthony. Je voulais revenir sur la lecture que vous nous avez faite tout à l'heure. Et vous avez une voix extraordinaire qui est envoûte. Et je voulais vous poser… Non, mais Dominique est sa femme, hein, et Dominique est à côté. Non, mais il n'y a pas de problème. Attention, Béa. C'est sans ambiguïté. Mais du coup, j'avais une question plus générale par rapport à ça. Est-ce que vous envisagez ou avez déjà envisagé de faire des livres audio? Parce qu'avec une voix comme ça, voilà, il faut en faire quelque chose, quoi. Bah écoutez, les compliments, quand quelqu'un vous fait un compliment au Japon, vous dites non, 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 yé. Donc, vous refusez le compliment, non. Donc, non, c'est pas. Je crois que bon, c'est Manon qui s'occupe de tout l'aspect. On n'arrive déjà pas à faire notre site web, donc on va déjà faire notre site web en premier, parce que tous les jours, Manon me dit notre site web. Bon, voilà, donc on va faire ça, on va faire les choses. Ça fait partie du boulot. On est toute petite maison avec des ressources très limitées, et en fait, énormément de notre temps passe dans l'élaboration du texte, et donc voilà. On est obligé de faire des choix. En fait. Donc, mais bon, c'est une bonne idée, on la reprend, on en fera, oui, si on peut en faire quelque chose. Disons que c'est quelque chose qui se développe. Bon, les livres numériques, bien sûr, de plus en plus, d'autant plus suite à ce confinement. Enfin, on y est encore, mais du coup, les livres audio, moi, je parle. Alors, je ne suis pas forcément adepte pour l'instant parce qu'il n'existe pas non plus 1000 plateformes qui les proposent. Voilà, après, c'est un choix. Je sais qu'il y a Audible notamment, mais bon, comme c'est Amazon, moi, j'ai décidé de boycotter. Hein, c'est un choix personnel. Mais les livres audio se développent quand même pas mal. Moi, j'écoute notamment des podcasts, des choses comme ça. Et donc, voilà, je pose la question, sans parler que de votre voix, Franck, de manière générale, est-ce que vous envisagez, voilà, dans l'avenir, de transposer vos livres en livre audio, quoi? Je crois que votre remarque est justifiée aussi quand même. Enfin, votre remarque est juste, c'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'il y a un seul opérateur sur le livre audio aujourd'hui. Il ne prend pas tout, en fait. Et qu'il n'y a pas… C'est pas si facile que ça de le séduire, en fait. Et puis, on aime beaucoup les libraires, d'une certaine façon. Et donc, on essaye de…
le livre audio ne sera jamais chez les libraires, parce qu'il est sur le net, etc. Déjà, les livres électroniques, ils sont pratiquement pas chez les libraires, ils sont que sur les grandes plateformes. Donc, on a une sorte de préférence pour le livre papier. Parce que on n'est pas très jeune, et deux, parce que les libraires sont importants et qu'on pense que finalement, c'est le livre papier qui est encore le meilleur achat chez le libraire. Ouais. Je profite que Dominique soit là pour poser cette question-là qu'on se pose, c'est que vous avez énormément de casquettes. Dominique, vous êtes traductrice, autrice, éditrice. Comment arrivez-vous à gérer ces 3 casquettes-là? Est-ce que votre façon de travailler est différente selon les 3 casquettes, ou vous conservez cette âme qui est unique pour les 3 casquettes? En fait, le véritable éditeur dans la maison, c'est Franck. Moi, je viens en aide. Et ce qui me concerne surtout, c'est le travail sur le texte. C'est-à-dire que je m'occupe effectivement de réécrire certains textes. Et puis, je m'occupe des quatrièmes de couverture, d'écrire les argumentaires, des choses comme ça. Mais en fait, tout le reste, et c'est énorme, par exemple, le contact avec Harmonia Mundi Livre, qui est notre distributeur, le travail sur la communication de presse, le lien avec l'imprimeur, même le lien avec les traducteurs pour leur demander, bon, ça arrive quand le texte, etc. Le choix des textes, vraiment, c'est Franck qui fait tout ce Avec Manon, avec Manon, bien évidemment. Avec Manon. Non, c'est vrai, c'est Manon et Franck. Et puis moi, je suis vraiment sur le texte, donc en fait, ça ne me change pas beaucoup de ce que je fais en tant que romancière. Bon, de temps en temps, je suis obligée de compartimenter, parce que quand il s'agit de se concentrer pour faire un texte qui est pour moi, il faut que j'oublie le reste, mais en vérité, vous savez, je vous confie un truc, quand on fait une traduction, une réécriture, parce qu'en fait, je ne traduis pas vraiment, on travaille à deux, toujours. Ce que je trouve formidable, et ça je ne savais pas avant de le faire, c'est de pouvoir me glisser complètement dans l'esprit d'un auteur. C'est-à-dire que c'est mystérieux, mais quand vous traduisez, vous êtes obligé de ralentir, parce qu'évidemment, vous n'allez pas lire à la vitesse du lecteur normal. Et cet effet de ralentissement crée un effet bizarre, c'est-à-dire que vous avez la sensation de pénétrer dans l'esprit de l'auteur, c'est-à-dire de sentir ses intentions, de voir d'où lui viennent ses idées. Et vous avez l'impression de vous balader dans une caverne d'Ali Baba créative, quoi. C'est assez... moi, je trouve ça assez génial. Ça m'inspire, ça me donne des idées. Quelquefois, je suis complètement épatée, complètement surprise. Là, avec les livres érotiques, voilà, par exemple. Quelquefois, je souffre parce que quand on fait de la traduction de science-fiction, qui n'est pas du tout mon domaine, en plus, Franck a un goût pour la science-fiction hard SF, donc c'est très technique, très scientifique, et là, moi, je souffre énormément. Mais c'est quand même une expérience intéressante parce que c'est une manière de penser totalement différente de la mienne. Et moi, je vis ça comme une succession d'expériences, comme un tout. Et je ne vois pas trop de différence c'est toujours de l'écriture, en fait. Moi, ma passion, c'est l'écriture. Et donc, voilà. C'est ce que disait Franck tout à l'heure, c'est qu'il traduisait le texte une première fois, si j'ai bien compris, il traduisait le texte une première fois pour dégrossir, entre guillemets, la langue japonaise, et vous la traduisiez une deuxième fois pour la rendre plus littéraire. Voilà, je me mets à la place du lecteur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne faut pas trahir l'auteur. Donc, ce que j'essaie, c'est pour ça que je parlais de rentrer dans la tête de l'auteur, c'est que quand je me mets à traduire, il faut que j'arrive à comprendre où veut en venir l'auteur, que je comprenne ses intentions pour que je me mette dans sa peau. Il ne faut surtout pas que je me mette à écrire comme je le fais quand j'écris mes textes à moi. Donc, oui, c'est ça, c'est une sorte d'exercice empathique ou schizophrénique, comme vous voulez, où je me glisse vraiment dans la personnalité de l'auteur. Et je me mets à sa place et j'essaie de comprendre l'ambiance qu'il veut mettre en place. Et alors, quelquefois, il faut trahir, parce qu'il y a des expressions qu'on ne va pas pouvoir restituer telles quelles. Il faut en même temps essayer de sonner pas trop français. Quelquefois, il y a des éléments qu'il faut carrément sabrer parce que, je vous donne un exemple. On a évoqué avec un traducteur récemment des difficultés parce qu'en fait, on va avoir un texte où il est question de Yakuza. Et chez les Yakuza, c'est extrêmement vertical, extrêmement organisé.
Les Yakuza, ce sont les bandits japonais, hein, Oui, la mafia japonaise. La mafia japonaise. Oui. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Ils se considèrent comme une famille. Et alors, il y a les oncles, le père, les frères, les sœurs, la grande sœur, le petit frère. Enfin, c'est un truc complètement incompréhensible pour un lecteur français. Donc là, on se permet, hein, Franck, quelquefois, de sabrer. Oui, de simplifier, oui. De façon à vraiment à ce que l'arrivée, le texte soit fluide. Et c'est arrivé quand même assez souvent, hein, qu'on soit obligé de simplifier un peu comme ça. Mais bon, on reste quand même très, très respectueux du texte d'origine. Et notamment, il y avait un truc, je ne sais pas si tu as raconté, quand on a fait la traduction, je crois que c'était le premier Tetsuya Honda, qui est un texte très, très noir. Donc, on l'a traduit du japonais, bien évidemment, et j'ai quand même vérifié, parce que moi, je l'avais découvert à l'origine en version anglaise, et j'ai vérifié, et on était assez surpris de voir que le traducteur anglais avait édulcoré. C'est-à-dire qu'en fait, ce texte de Tetsuya Honda, il est très noir. Il y a vraiment des passages un peu qu'on pourrait qualifier de cruels. En fait. Insoutenable, oui. Ouais, presque en fait, les insoutenable. Américains avaient censuré. Voilà, bon, soyons clairs. Ils avaient enlevé pas mal d'hémoglobine et de trucs. Et nous, on s'est dit, bah non, on va pas, là, pour le coup, on n'a pas le droit de... Et la scatologie aussi, il y avait des passages scatologiques. Et donc, nous, on a restitué ça tel quel. Alors, c'est vrai qu'on a eu des réactions de lecteurs, les gens me disaient, ah, bon, quand même, c'est un peu noir, un peu violent, mais là, on ne peut pas se permettre de trahir l'auteur. S'il a voulu mettre cette ambiance-là, il a mis cette ambiance-là. Et si le texte vous a séduit, c'est aussi pour ces passages-là aussi, à un moment donné, peut-être? Je crois qu'on essaie de transmettre en fait une certaine authenticité du texte, oui. Mais on enlève, c'est vrai, parfois on enlève des complexités parce qu'elle n'évoquerait rien pour le lecteur français. C'est-à-dire savoir que quelqu'un est le frère à 30% d'un autre dans une organisation et non pas le frère à 50%. Les Japonais adorent les détails. Le lecteur va se perdre. Le lecteur va se perdre. Ça a peut-être du sens pour eux, certainement, mais nous, on ne voit pas. Enfin, bon, déjà, on a quand même un problème dès le départ, et ça, les lecteurs nous le disent à chaque fois, c'est que les gens ont du mal à se familiariser avec les noms de famille. Et c'est pour ça qu'on met toujours une petite liste des personnages, comme dans les bons vieux Agatha Christie, parce qu'on se dit, bah, ça va quand même aider un petit peu. Et c'est vrai, il y a quand même ce problème. Hein. Au départ, les gens ont l'impression que les noms de famille se ressemblent, mais c'est quand même assez difficile d'y retrouver ces petits. Donc, on n'essaie pas d'accumuler les handicaps. Hein. Il faut quand même un petit peu aider le lecteur. Quoi. Surtout ceux qui ne sont pas habitués à lire de la littérature japonaise. Quand il y a beaucoup de noms japonais comme ça qui s'enchaînent, ça peut quand même être un frein à la lecture, ça peut les choquer. Donc, effectivement, je pense que c'est bien d'aider le lecteur aussi qui n'est pas habitué à lire du japonais. Quoi. Il y a aussi, dans la langue japonaise, il y a beaucoup de répétitions. C'est pas gênant. Un peu comme en anglais, mais même plus qu'en anglais, je dirais. Et nous, ça, on est obligé de simplifier. Hein. Les noms reviennent sans arrêt. C'est répétitif. Ouais. Béa ? Oui, alors lors de cette soirée, en parallèle, je suis en train de regarder vos livres sur le site de ma librairie et je suis tombée sur un titre qui m'a étonnée parce qu'il annonce une sortie le 31 décembre 2039. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce titre voilà, savoir quelle est la communication là-dessus? C'est Sisyphéen, je ne sais pas, j'ai vu ça sur plusieurs sites. Alors, Sisyphéen, c'est un ouvrage de science-fiction avec lequel on a le problème suivant, c'est qu'aucun traducteur ne veut le traduire parce qu'il est très difficile. C'est un ouvrage extraordinaire et alors la vie a été compliquée parce que comme beaucoup de manifestations de SF ont été annulées cette année, on devait faire venir des auteurs japonais puisqu'en fait le gouvernement japonais était prêt à nous envoyer des auteurs japonais, des universitaires japonais spécialistes en robotique à Nantes à l'automne pour le festival de SF. Donc ça a été annulé, donc on a reporté un certain nombre de sorties. C'est un ouvrage où l'auteur a fait ses dessins également. On est dans des mondes, dans une imagination d'une fertilité extraordinaire et un auteur relativement torturé.
Donc, je peux que vous renvoyer au livre quand il sortira, si j'arrive à trouver un traducteur. Sinon, vous connaissez la peine qui arrive quand on ne trouve pas de traducteur, on traduit soi-même. Oh là là. Voilà. Alors, et donc, deux traducteurs de SF japonaise, spécialistes de SF japonaise, qui vivent au Japon et qui sont mariés à des japonaises, m'ont dit non. Oui. Ils m'ont dit trop difficile. Je rebondis sur ça justement, Dominique et Franck, c'est que je constate que depuis quelques parutions, vous ne traduisez plus. Donc, est-ce que ça veut dire justement que les traducteurs sont plus attirés par vos textes qu'avant? Alors, non, je crois qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire que, le Langue de Vipère, c'est nous qui l'avons traduit. On passe quand même du temps à la relecture. Encore une fois, je veux dire, c'est un secret, mais sur le requin Shinjuku, on a quand même passé du temps. C'est-à-dire qu'on vérifie des trucs. Donc, notre nom ne va pas apparaître à chaque fois, mais on vérifie tous les textes, on reprend tous les textes en reprenant sur le texte japonais. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on est trop short de temps, d'une certaine façon, bien qu'on travaille pratiquement tous les jours, samedi, dimanche compris, on n'arrive pas à tout faire. Donc, on sort plus de livres. L'autre chose, c'est que on a construit des traducteurs. Il y a un certain nombre de gens à qui on a commencé, qui au départ ne pouvaient pas vraiment faire une traduction complète, c'est-à-dire qu'ils faisaient une demi-traduction et nous, on reprenait le texte derrière. Dominique et reprenait le texte derrière avec des questions qui m'arrivaient. Et en fait, ces traducteurs, ces traductrices, maintenant, sont autonomes. Donc, ces personnes peuvent prendre l'intégralité d'un ouvrage. Quant au requin de Shinjuku, en fait, c'est le traducteur qui est venu nous voir en disant il faut que je traduise, je veux traduire. C'est quelqu'un qui vit à Kyoto, qui a pris sa retraite, qui était professeur de français dans une université à Kyoto. Et je pense que dans son petit village au bord du lac, ça manque un peu de distraction. Il s'est dit il faut quand même que je fasse quelque chose. Et donc, il est venu voir, vous ne voudriez pas que je vous traduise quelque chose? Alors, donc, finalement, on lui a dit pourquoi pas ça. Et donc, ça marche, ça boom, comme il nous dit dans les emails. On l'imagine bien dans ce petit village. On l'imagine bien. Ouais. Parce que parfois, je l'appelle et il me dit je lui demande qu'est-ce que tu fais? Il me dit je coupe du bois. Donc, parce qu'en fait, il n'a pas de chauffage. Il se chauffe au bois dans une maison traditionnelle avec un poêle, donc il se chauffe au bois, donc il coupe son bois. Merveilleux. Et alors, est-ce que le détective Etobar est toujours maintenu fin novembre, le 20 novembre? Il est sorti. Il est bien, celui-là. Il est franchement drôle. Celui-là, il est très bien. Il se passe dans la neige. Alors, il se passe au nord. C'est le premier roman policier traduit dans une autre langue, traduit dans une langue occidentale qui se passe en Hokkaido. Oui. À Sapporo. Alors, Sapporo, c'est une ville où il fait froid tout le temps. En été, c'est 13 degrés, 14 degrés. En hiver, c'est des statues de neige. Donc, il neige tout le temps. Donc, les gens sont toujours à l'intérieur. Vous avez les gens qui sont chez eux et les gens qui sont au bar. Et le détective, il est au bar. Ça a donné des films extraordinaires. Et c'est un roman qui se passe l'hiver. Donc, c'est bien une sortie en décembre. Et il a une sorte de comparse. Et il a une voiture qui ne marche absolument jamais. Donc, ils sont dans la neige avec la voiture cassée, ils la poussent, des histoires abominables. Et évidemment, il y a des yakuza, parce que partout au Japon, il y a des yakuza. Et Susushino, c'est le Shinjuku de Sapporo, c'est-à-dire le quartier chaud où il y avait les bars, les commerces de la nuit, le Mizushobai, et des aventures et des gens méchants. C'est vraiment un roman complètement déjanté. Picaresque. Oui, c'est un très très bon roman pour l'hiver. Très drôle. Le détective au bar, très drôle, très marrant. Voilà. Ça sort le 20 novembre. Oui, c'est ça. Il est là, il est arrivé, il est chez le distributeur Manon, c'est ça? Manon, il est chez le distributeur? Oui, il est chez le distributeur et il sort le 20 novembre tout pile en librairie. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous le procurer. Voilà. Sophia? Oui, vous m'entendez? Bien. Très bien. Oui. Super. Du coup, moi, je me posais un peu la question de si vous aviez un roman chouchou en fait dans votre collection, parce que vous avez l'air d'avoir à peu près chacun des goûts différents, lequel vous nous conseilleriez chacun individuellement? Vas-y, Franck, commence. Non, commence-toi. Moi, un de mes maîtres en écriture, c'était Seiicho Matsumoto. Donc, en fait, j'étais vraiment super fière quand on a pu travailler sur le point zéro, qui était un des inédits, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi, du grand Seiicho Matsumoto.
c'est un peu le Simnon japonais. Et pour moi, c'était vraiment un honneur de faire ce travail. Et puis, en plus, ce texte est beau. Ça se déroule aussi dans un pays de neige, hein, un peu à Kanazawa, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, il est sorti en poche, en fait, donc vous Ah pouvez oui, l'avoir il est en sorti en poche. poche. Le tirage original n'est plus disponible, mais il est sorti en poche. Mais par contre, en poche, il ne faut pas lire la 4e de couverture parce que ça raconte tout le livre. Ouais, Je ne conseille pas, mais bon. ouais. Voilà. Non, ça, c'était vraiment, ça, c'est vraiment un très, très, très beau texte, très émouvant, en fait, très poétique, très humain, et qui met en plus, qui éclaire une période de l'histoire japonaise qu'on ne connaît pas bien, qui est celle de l'occupation américaine. Hein. Elle a évidemment, c'est ressenti par les Japonais. Et donc, du coup, c'est des émotions inattendues. C'est très juste, c'est très, très beau. Et ce qui était très moderne pour l'époque, c'est qu'en fait, l'histoire est menée, l'enquête donc, est menée par une femme. Alors, c'est quand même un roman qui date des années 50, donc c'était d'une modernité inouïe à l'époque. Et voilà, c'est par l'auteur de Tokyo Express, du Vase de sable, etc. Pour moi, c'est un grand roman, un très beau roman noir. Et toi, Franck? Alors moi, j'ai pas de romans préférés, je les aime tous, hein. Ils sont tous bien, il faut tous les acheter. T'as affaire pour Château Rouge. Au printemps sortent Les Chiens de l'Enfer. Il n'est pas encore annoncé. Les Chiens de l'Enfer, un truc très contemporain, très radical. Sinon, Tetsuya Honda, on a Invisible et la pluie qui sort aussi l'an prochain. C'est le 3e ou 4e roman de la série. Et alors, c'est marrant parce que toute la série des Tetsuya Honda, les Canadiens, enfin les Québécois, ils ont adoré. On a eu beaucoup de réactions. Je ne sais pas pourquoi. Le personnage principal est une femme qui se débat justement, une inspectrice qui se débat d'un côté avec les méchants et de l'autre côté avec les hommes du commissariat central de Tokyo qui lui mettent des bâtons dans les roues de cette femme détective. Donc, et toi, Manon, c'est quoi ton préféré? Alors, j'ai un peu réfléchi pendant que vous parliez. Je pense que c'est Une grande famille. Parce que de base, je suis très, très, très roman noir. Un de mes auteurs préférés est Benjamin Whitmer, américain. Donc vraiment, le roman noir, c'est ce que je préfère. Et Une grande famille, ça combine donc le roman noir, la critique sociale avec la pauvreté au Japon, et aussi le fait que ce soit beaucoup de femmes. Enfin, c'est quasiment que des femmes dans le livre. Et donc, il y a vraiment cette force et tout ce côté donc, très sombre, très jusqu'où on est prêt à aller pour survivre dans un pays où on ne va pas être aidé. Et donc voilà, c'est vraiment moi ce que je pense que puis les scènes très choquantes où on ne s'attend pas, où petit à petit on descend comme ça, une vraie descente aux enfers. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà, Une grande famille de Ilka Harada. C'est vraiment ça. Merci. Par rapport aux poches, justement, est-ce que vous avez envisagé le phénomène pour plus tard? Est-ce que vous envisagez de faire une collection poche pour redonner une seconde vie au premier tirage? Donc, c'est dommage que justement le point zéro ne soit pas réédité chez vous, j'imagine. Oui. On avait envisagé, mais bon. Oui et non. En fait, il y a on aime finalement assez. On a un autre poche qui va sortir. Le Loup d'Hiroshima va sortir en poche chez Folio en janvier. D'un autre côté, on ne peut pas tout faire. Manon est déjà bien occupé. On est déjà tous très occupés. Et en fait, notre distributeur n'est pas un distributeur de poche par essence. Puisque c'est Harmonia Mundi qui est plutôt, à mon avis, un distributeur de livres nouveaux de grand format qu'un distributeur de livres de poche. Et donc, je crois que les conditions ne sont pas réunies et je ne crois pas qu'on ait un upside extraordinaire à le faire nous-mêmes en termes de rapport temps. Je pense que le choix est différent. Je crois que pour d'autres maisons, par exemple en littérature générale française, ça aura plus de sens de faire du poche. Pour nous, probablement pas. Au contraire, ce que l'on espère en fait à travers le poche, c'est-à-dire que ce soit le point zéro ou le Loup d'Hiroshima chez Gallimard, c'est que le poche attire l'attention des gens vers ce que l'on traduit, vers ce que l'on publie, et qui viennent après acheter les livres lorsqu'ils sortent en fait, par intérêt.
parce qu'il est clair que les gens de chez Editis ou les gens de chez Gallimard peuvent toucher un public que nous, on ne peut pas toucher. Ils ont une force de frappe, une force de représentation, une force de pénétration chez les libraires que nous, on n'aura jamais. Ouais. Donc, ce qu'on espère, c'est que peut-être le lecteur de poche va dire « Ah, bah, c'est traduit comme ça, cherchons les autres livres et tombera sur ce que notre production ressent. » Oui, c'est vrai. Et j'avais peut-être une dernière question, et après on vous libérera, Franck et Dominique et Manon. C'est par rapport à votre actualité, Dominique. Est-ce qu'un roman se prépare? Est-ce que vous avez le temps d'écrire encore? Oui, j'ai en fait profité, comme beaucoup d'auteurs, je crois, j'ai profité du confinement pour écrire le premier jet d'une histoire, et après je l'ai peaufiné entre 2 traductions pendant l'été, là, à Saint-Malo. Et oui, effectivement, je vais avoir un roman qui va s'appeler en principe Mousson froide, qui va se passer entre la Corée et Montréal, et qui va être publié au mois de mars. Au mois de mars, voilà. On prend des pincettes, bien sûr. Non, mais c'est sûr, oui, c'est sûr, c'est au mois de mars. Mais voilà, on sait tout ce qu'on peut dire sur la publication. Oui. Voilà. Très bien, très bien. Parfait. Donc, Dominique Sylvain, Mousson froide au mois de mars. Pas chez Atelier Akatombo, ça c'est sûr. Oui, j'imagine. On a compris le message. Voilà. Écoutez, il est temps de vous remercier tous les trois infiniment. C'était véritablement passionnant, et j'imagine que cette maison va faire des émules, j'espère en tout cas, parce qu'elle le mérite. Et notre rencontre ce soir le prouve encore plus. Alors, merci. Merci à toi. Merci Merci pour à votre vous invitation. tous. Merci pour vos questions, en tout cas. Merci pour vos questions. Et puis, passionnant. Manon et moi-même, nous sommes toujours disponibles pour répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Avec nos grand emails plaisir. ou nos téléphones sont Oui, accessibles. il y a nos mails dans le catalogue. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. On vous répondra. Parfait. Merci. Très bonne beaucoup. soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci à Merci. tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.